La drague de Tony Beats n'est pas simplement tombée en panne. Elle s'est effondrée d'une manière qui a provoqué des ondes de choc dans tout ce qu'il avait construit, et les millions qui sont maintenant dans la balance n'étaient pas seulement une question d'or. Sous l'acier tordu, les pontons déchirés et les machines mutilées, quelque chose de bien plus dangereux se déroule en temps réel, un empire familial qui commence à se déchirer. Des secrets enfouis depuis longtemps sont révélés au grand jour, et une trahison que personne n'avait vue approcher est en train de se manifester. 5 minutes plus tôt, le téléphone satellite dans la main de Tony Beats aurait tout aussi bien pu être une grenade dégoupillée. Lorsque la voix de Kevin a grésillé à travers les parasites, elle portait quelque chose que Tony n'avait presque jamais entendu de la part de son fils. La panique. Kevin n'a pas paniqué. Jamais. Ces mots étaient courts, coupés et urgents, dépourvus d'explication. Allez à la drague. Maintenant. Tony était déjà en mouvement avant la fin de l'appel, ses bottes crissant contre la neige gelée de décembre, alors qu'il se dirigeait vers son camion. Derrière lui, Minnie cria quelque chose qu'il ne put entendre ou assimiler. Il ne ralentit pas. Le ton de la voix de Kevin avait contourné toute logique et touché quelque chose d'instinctif, quelque chose forgé par 40 années passées, à savoir exactement quand le désastre était sur le point d'engloutir le tout. Lorsque Tony demanda à connaître la gravité de la situation, Kevin hésita. La pause dura 3 secondes. Dans les mines, 3 secondes de silence avant une mauvaise nouvelle signifiait que la vérité était pire que tout ce que vous étiez prêt à entendre. Les mains de Tony se resserrèrent sur le volant, alors qu'il montait dans le camion, les jointures blanchissant contre le cuir noir. La drague. Sa drague. Le cœur de l'exploitation qu'il a construite pièce par pièce pendant des décennies. La machine qui a extrait des millions de dollars d'or du lit de la rivière Klondike. Le symbole de tout ce que la famille Beats a sacrifié pour. Disparu. La ligne est coupée. Tony resta un moment assis, le moteur en marche et le chauffage à fond, mais il ne ressentait rien qui ressemble à de la chaleur. Seule une froide certitude s'installait dans sa poitrine. Ce n'était pas un accident. 43 années passées dans les mines lui avaient appris la différence entre la malchance et quelque chose de bien pire. Les machines tombent en panne. Cela fait partie du métier. L'acier se fissure, les roulements s'usent, les systèmes hydrauliques explosent. Mais les machines ne tombent pas en panne en même temps que les journaux de maintenance falsifiés et les soudures compromises, à moins que quelqu'un n'ait voulu qu'elles tombent en panne. Son esprit passe en revue toutes les possibilités, toutes plus sombres les unes que les autres. Qui avait accès? Qui avait un mobile? Qui avait intérêt à voir l'opération Beats imploser dans une ruine de métal tordu et de dévastation financière? Le camion avança en trombe, les pneus tournant inutilement dans la neige avant de trouver une traction. Tony le dirigea vers le site de dragage, vers l'épave, vers des réponses qu'il n'était pas sûr de vouloir. Au plus profond de ses tripes, le même instinct qu'il avait gardé en vie pendant des décennies de travail brutal et impitoyable lui disait que Kevin avait raison. Ce n'était pas un accident. Et si ce n'était pas un accident, la vérité était encore plus troublante. Celui qui avait fait ça avait été assez proche pour traverser l'opération sans éveiller les soupçons. Assez fiable pour être invisible. Assez bien informé pour savoir exactement quel point structurel ferait s'effondrer toute la drague. Quelqu'un dans son entourage venait d'essayer de le détruire. Alors que le camion s'enfonce dans la nature sauvage du Yukon, une autre prise de conscience s'impose plus lourde que la première. L'acte n'a pas été impulsif ni imprudent. Il a été patient, méthodique, exécuté au fil du temps, avec une connaissance intime de l'opération. Il ne s'agit pas de vandalisme ou d'un acte de vengeance soudain, mais d'une destruction planifiée menée par quelqu'un qui a compris l'entreprise familiale de l'intérieur. Les 15 minutes de route paraissaient interminables. Chaque virage de la route rapprochait Tony de la confirmation de ce qu'il savait déjà au plus profond de lui-même. Son empire était attaqué, et la frappe avait atterri là où elle faisait le plus mal. À son arrivée, la scène ressemblait moins à une panne mécanique qu'aux conséquences d'une bataille. La drague flottante massive, autrefois stable et dominante sur les eaux du Klondike, penchait maintenant à un angle écœurant, son côté tribord traînant à mi-chemin sous la surface. L'échelle principale, le bras massif qui alimentait les seaux dans le lit de la rivière, pendait tordu et cassait sa structure de soutien, cisaillée aux endroits conçus pour supporter la plus grande tension. Tony se tenait sur la berge silencieux, absorbant les dégâts avec une expression qui déstabilisait tout le monde autour de lui. Kevin se tenait à proximité, les bras croisés sur sa poitrine, la mâchoire serrée comme s'il réprimait des mots
qu'il n'était pas prêt à lâcher. Monica était déjà sur la drague, elle-même se déplaçant lentement sur le pont endommagé, avec des pas prudents et délibérés. Elle ne marchait pas dans une épave, mais sur une scène de crime. Kevin rompt le silence en sortant sa tablette et en parcourant les dossiers avec une précision contrôlée. L'inspection programmée de la structure de support principale de la drague, datée du mois d'octobre, a donné lieu à une signature sans faille. Toutes les soudures ont été vérifiées, les points de contrainte examinés, et l'opération a été entièrement autorisée. La signature au bas de la page est celle de Mike. Le visage de Tony ne changea pas, mais quelque chose de sombre passa derrière ses yeux. Mike avait été à Dawson City le 15 octobre, envoyé par Tony lui-même pour négocier des contrats de carburant. Cela signifiait deux choses. Soit Mike avait falsifié le rapport d'inspection, soit quelqu'un d'autre avait accédé au système en utilisant ces informations d'identification. La voix de Monica est venue couper court à la tension qui régnait sur le pont. Elle était accroupie à côté d'une des soudures défectueuses, l'étudiant, avec la concentration de quelqu'un qui comprend vraiment ce qu'il regarde. Monica n'avait pas appris la métallurgie et l'ingénierie structurelle par curiosité. Elle l'avait appris parce que les défaillances de l'équipement décidaient si les mineurs survivaient ou perdaient tout. Elle se leva, sortit son téléphone et photographia les dégâts sous plusieurs angles avant de reculer prudemment vers la banque. Il ne s'agissait pas de vieilles soudures. Elles n'étaient pas fatiguées ou mal entretenues. Les schémas de rupture racontaient une histoire bien plus effrayante. Les soudures avaient été délibérément compromises, coupées, pas complètement sectionnées, mais affaiblies juste assez pour que le stress opérationnel normal finisse le travail. Celui qui avait fait cela savait exactement combien de dommages il pouvait infliger sans être immédiatement détecté. Il ne s'agissait pas d'un sabotage amateur, mais d'un acte précis technique exécuté par quelqu'un qui connaissait parfaitement l'ingénierie structurelle. Kevin passe à un autre écran. L'assemblage du ponton qui s'est avéré défectueux correspond au dossier d'achat des matériaux de réparation prétendument utilisés pendant l'entretien d'été. La paperasse est impeccable. Les factures sont légitimes. Les paiements ont été approuvés. Mais la société d'approvisionnement n'avait aucune trace de livraison de matériaux sur le site de dragage. L'esprit de Tony s'est mis à tourner autour des implications comme une machine poussée au-delà de ses limites. Des dossiers de maintenance falsifiés, des soudures sabotées, des livraisons fantômes payées avec de l'argent réel. Il ne s'agissait pas d'un travailleur mécontent, mais d'une opération coordonnée, menée sur plusieurs mois. Tony parlait. Enfin, sa voix est rauque et basse. Les mots s'échappent de lui. Combien? Kevin n'a pas adouci la réponse. Le seul remplacement de l'équipement, en supposant qu'il puisse récupérer quoi que ce soit, coûterait près de 800 000 $. La perte de production pour le reste de la saison et probablement la moitié de la suivante ajoutait au moins un autre million. Les contrats qu'il ne pourrait pas honorer. Les investisseurs qui ne seraient pas indulgents. Les membres de l'équipage qu'il devrait payer ou risquer de perdre au profit de la concurrence. Les dommages minimaux se situent entre 2 et 3 millions de $. Puis Monica a ajouté ce qui aurait pu être le coup le plus dévastateur de toute leur réputation. Au Yukon, la confiance voyage plus vite que l'or et une fois fissurée, elle guérit rarement. La nouvelle s'est déjà répandue. L'équipe de Parker a posé des questions sur la fiabilité de leur équipement dans l'heure qui a suivi la panne. Quelqu'un s'est assuré que tout le monde dans le Klondike savait que l'exploitation de Beats venait de subir une panne catastrophique. Les implications étaient stupéfiantes et écœurantes. Il ne s'agissait pas seulement d'un sabotage d'équipement, mais d'une destruction coordonnée de l'opération Beats, physiquement, financièrement et en termes de réputation. Quelqu'un avait planifié cela avec précision, l'avait exécuté avec patience et s'assurait maintenant que les dégâts s'étendent le plus loin possible. Le téléphone de Tony bourdonna, un texto d'un numéro inconnu. Il l'a ouvert et son sang s'est glacé. Le message était bref, moqueur. 40 ans, c'est une bonne course. Il est temps de laisser la place à des opérateurs plus jeunes et plus intelligents. Considérez ceci comme votre avis de départ à la retraite. Pas de signature, pas d'identification. Juste un message de quelqu'un qui voulait qu'il sache que ce n'était pas un accident et qui était assez arrogant pour le narguer à ce sujet. Sang et trahison. La salle de guerre, qui n'est en fait que le bureau principal du complexe de Tony, un conteneur reconverti contenant des classeurs, des ordinateurs, des cartes de concession et des décennies de dossiers miniers, semblait plus petite que d'habitude, avec le poids de l'accusation remplissant chaque coin. Tony était assis derrière son bureau, plusieurs personnes à ses côtés, tandis que Kevin et Monica se tenaient de l'autre côté, présentant des preuves qu'aucun des deux parents ne voulait voir. La voix de Monica était stable, malgré le poids émotionnel de ce qu'elle disait.
Il y a 3 mois, elle a commencé à remarquer des irrégularités dans les budgets d'entretien. De petites choses au début des dépenses qui semblaient élevées pour ce qui était censé être fait. Elle en a parlé à Kevin. Kevin avait commencé à creuser discrètement. Ce qu'ils avaient trouvé, c'était un ensemble de factures gonflées, de livraisons de fournitures fantômes et de travaux de maintenance signés comme étant terminés alors qu'ils ne l'étaient pas du tout. Chaque dossier falsifié, chaque facture fantôme, chaque inspection omise et marquée comme étant terminée remontait jusqu'aux références de Mike. Minnie fit un bruit comme si elle avait reçu un coup de poing. Tony sentit son monde basculer à nouveau différent du choc de la panne d'équipement. C'était personnel. C'était la famille. Kevin a sorti des fichiers sur l'ordinateur, les affichant sans commentaire. Une facture de 23 000 $ en matériel de réparation de ponton datée du 8 juillet. La signature de Mike approuvant la dépense, le paiement effectué et l'enregistrement de la société d'approvisionnement, montrant que la commande a été annulée 2 jours plus tard, l'annulation ayant été demandée par quelqu'un utilisant l'email de Mike. La question de Minnie était à peine un murmure. Où est passé l'argent ? Monica a sorti son téléphone, affichant une application bancaire que Tony n'a pas reconnue dans une SARL enregistrée à Whitehorse. Il lui avait fallu 2 semaines pour remonter jusqu'aux sociétés écrans, mais elle avait trouvé. La SARL appartenait à Mike et Bianca. Bianca, la plus jeune fille de Tony, celle qui avait toujours été la plus proche de Mike, les 2 plus jeunes enfants formant leur propre alliance au sein de la dynamique familiale. Si Mike était impliqué et que Bianca était son associé, Tony posa la question, même s'il n'était pas sûr de vouloir le savoir. Combien d'après ce qu'il pouvait retracer plus de 300 000 $ au cours des 18 derniers mois. Mais ce n'était que ce qu'il pouvait définitivement relier à de fausses factures et à des dépenses fantômes. S'ils avaient écrémé d'autres lignes budgétaires touchées des pots de vin de la part de fournisseurs réels vendus du matériel en sous-main, cela pouvait être le double. Tony s'assit lourdement, sentant soudain chacun de ses 64 ans, son fils, sa fille voler l'entreprise familiale, falsifier des dossiers, et si l'évaluation de Monica sur le sabotage était correcte, peut-être aller encore plus loin et détruire délibérément du matériel pour couvrir leurs traces ou créer la tempête parfaite qui leur permettrait d'intervenir et de prendre le contrôle lorsqu'ils seraient trop brisés pour se défendre. La voix de Minnie transportait de l'acier que Tony entendait rarement. Où sont-ils maintenant? Mike était soi-disant à Whitehorse pour régler des questions de permis. Bianca était soi-disant à Vancouver pour rencontrer des investisseurs. Mais les 2 voyages avaient été programmés à 48 heures d'intervalle, tous 2 supposés urgents, tous 2 les éloignant du site au moment même où la défaillance s'est produite. Ce n'était pas une coïncidence. Il savait que ça allait arriver et s'était assuré d'être loin avec des alibis. Le téléphone de Kevin a sonné. Il a écouté pendant 30 secondes puis son visage est devenu gris. Quelqu'un venait d'initier un transfert de 800 000 $ de son compte opérationnel vers un compte externe. L'autorisation utilise la signature numérique de Tony. Tony prend son téléphone pour appeler la banque, mais la voix de Monica l'arrête. C'est Mike. Il avait accès à la signature de Tony pour tous les documents qu'il avait signés électroniquement. Il était en train de passer à l'action. Pendant qu'il s'occupait du désastre, il vidait les comptes. Minnie se lève brusquement, le visage rougi par la colère. Ils doivent appeler la police, la banque, leurs avocats. Cela doit cesser maintenant. Mais alors même qu'elle le disait, l'esprit de Tony était en train de calculer brutalement ce que signifierait un combat public. Une enquête de police mettrait complètement fin aux opérations. Des accusations de fraude bancaire à l'encontre de son propre fils détruiraient de la famille. Les batailles juridiques prendraient du temps et de l'argent qu'ils n'avaient pas. Et toute la communauté minière regarderait la famille Bitts se déchirer au grand jour, ce qui pourrait être exactement ce que quelqu'un voulait. La voix de Tony était lente, délibérée. Au fur et à mesure que les pièces s'assemblent, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas seulement de Mike et Bianca. Ils n'étaient pas assez intelligents pour planifier quelque chose d'aussi sophistiqué. Quelqu'un les aidait. Quelqu'un avec une expertise minière, des connaissances financières et une très bonne raison de vouloir détruire l'opération Bitts. Kevin et Monica se regardèrent à nouveau, cette même communication tacite. Tony leur ordonna de lui dire ce qu'ils savaient. Kevin prend une respiration avant de livrer l'information. Le comptable de Parker Schnabel avait démissionné il y a 6 semaines. Il savait qu'il avait engagé. Il ne s'agissait pas seulement d'une trahison de la part de ses enfants, mais d'une guerre d'entreprise déguisée en drame familial. Et Tony avait été aveugle à tout cela jusqu'à ce que le couteau soit déjà enfoncé jusqu'à la garde. La pièce est devenue silencieuse,
à l'exception du bourdonnement de l'équipement informatique et du bruit lointain de la machinerie lourde provenant de la cour. À l'extérieur, l'hiver du Yukon poursuit son emprise implacable, indifférent au drame humain qui se déroule dans le conteneur converti. À l'intérieur, une famille est confrontée à la terrible réalité que le sang n'est pas plus épais que l'ambition. Et la confiance, une fois brisée, a laissé des blessures qui pourraient ne jamais guérir. La guerre cachée. La révélation de l'implication de l'ancien comptable de Parker Schnabel a tout changé. Assis dans son bureau entouré de sa famille, Tony se rend compte à quel point il a été dépassé. Il ne s'agit pas d'un vol opportuniste commis par des enfants rebelles, mais d'un assaut stratégique coordonné avec l'un de ses plus grands concurrents. Kevin affiche un profil professionnel sur son ordinateur portable. Danny Etheridge. Il a travaillé pour Parker pendant 7 ans. Il a démissionné soudainement en octobre, soi-disant en raison de divergences de philosophie opérationnelle. Sa spécialité était la restructuration d'entreprises et les prises de contrôle hostiles. Monica avait sorti un bloc-notes juridique et prenait des notes avec une intensité concentrée. Si Mike et Bianca contrôlaient suffisamment la structure financière, s'ils pouvaient prouver que Tony était incapable ou incompétent pour gérer les opérations, s'ils pouvaient démontrer un échec catastrophique sous sa direction, ils pourraient forcer un changement de direction en vertu de l'accord de partenariat. Et une fois qu'ils auraient pris le contrôle, ils pourraient ne faire toutes les transactions qu'ils voulaient, y compris vendre des parties de l'opération ou former des partenariats avec des concurrents. Les implications ont frappé Tony comme un marteau de forgeron. Parker voulait ses concessions et plus précisément l'opération de dragage. Il s'était lancé dans l'exploitation des lits de rivière mais n'avait ni l'expérience ni l'équipement de Tony. Si Mike et Bianca prenaient le contrôle et structuraient ensuite un partenariat avec Parker, lui donnant accès aux connaissances et à l'équipement de dragage en échange d'un soutien financier, Parker posséderait la moitié de l'exploitation de Bits sans jamais avoir à surenchérir sur Tony pour les concessions ou à développer l'expertise lui-même. Kevin avait suivi les mouvements de Parker au cours des 3 derniers mois. 5 réunions à Whitehorse avec des courtiers en équipement minier, non pas pour acheter, mais pour vendre. Parker avait liquidé du matériel transformant des actifs en argent liquide comme s'il se préparait à une acquisition majeure. Minnie parlait à voix basse depuis sa position près de la fenêtre, regardant le parc de matériel où des millions de dollars de machines étaient à l'arrêt, certaines d'entre elles étant maintenant définitivement endommagées. Ou bien Parker aidait Mike et Bianca à se préparer à racheter Tony. S'ils l'obligent à sortir en utilisant le contrat de partenariat, ils ont besoin d'argent pour acheter sa part à sa juste valeur marchande. Parker fournit l'argent, obtient une participation dans l'opération en retour, et soudain, Tony se retrouve à l'extérieur de l'entreprise qu'il a bâtie. Le téléphone de Tony sonne. Son avocat Jason Mitchell appelait à 7,30 un soir de décembre. Ce n'était pas une visite de courtoisie. La nouvelle était dévastatrice. Quelqu'un avait demandé un examen opérationnel d'urgence de l'exploitation minière de Bits, invoquant une négligence grave et une incompétence en matière de gestion ayant entraîné une panne d'équipement catastrophique et une crise financière. La demande portait sur la suspension temporaire de l'autorité de gestion de Tony dans l'attente d'une enquête. Les pétitionnaires étaient listés comme étant des parties prenantes concernées par l'exploitation. Mike Bits et Bianca Bits. C'était le coup de grâce. Ses propres enfants, utilisant le désastre qu'ils ont contribué à créer, intentant une action en justice pour lui retirer le contrôle de l'opération qu'il a construite à partir de rien. La voix de Jason était lourde de mauvaises nouvelles. En vertu des dispositions de l'accord de partenariat relatives à la gestion de crise, il pouvait demander un examen d'urgence. La question de savoir s'ils y parviendraient était une autre question, mais la demande elle-même déclenchait une suspension automatique de 72 heures sur les décisions opérationnelles et financières majeures. Pendant les 3 jours suivants, Tony a été exclu de sa propre entreprise. Tony a mis fin à l'appel et a regardé sa famille. Le visage de Kevin était blanc de choc. Monica avait l'air de vouloir enfoncer son poing dans le mur. Minnie avait des larmes qui coulaient sur son visage, mais son expression était de pure fureur. La voix de Tony était étrangement calme. Pendant 3 jours, ils n'ont pas pu accéder aux fonds opérationnels, ils n'ont pas pu faire de réparation, ils n'ont pas pu réagir à la catastrophe. Et en 3 jours, avec des comptes bancaires vidés et des opérations paralysées, Mike et Bianca soutiendraient que l'opération était dans une situation si désastreuse que le changement de direction était la seule option. L'esprit juridique de Monica était déjà en train de réfléchir aux possibilités.
à moins qu'ils ne puissent prouver le sabotage et le vol avant la fin des 72 heures. S'ils pouvaient démontrer que Mike et Bianca avaient délibérément créé cette crise, l'examen d'urgence serait annulé et ils devraient faire face à des accusations criminelles. Kevin a consulté le calendrier sur son téléphone. 3 jours. On était mardi soir. La saisie a expiré vendredi soir. Pouvait-il monter un dossier aussi rapidement? Monica était déjà en train d'attraper son manteau. Elle connaissait toutes les soudures de cette drague et pouvait documenter le sabotage. Kevin allait sortir tous les documents financiers que Mike avait touchés au cours des 2 dernières années. Tony devait appeler tous les fournisseurs et obtenir la confirmation de ce qui avait été effectivement livré par rapport à ce qui avait été facturé. La voix de Minnie avait un ton qui faisait que tout le monde la regardait. Elle s'occuperait de Mike et de Bianca. Ils étaient aussi ses enfants. Et ils étaient sur le point d'apprendre ce qui arrivait quand on trahissait cette famille. Dans 3 jours, ils sauront exactement qui est derrière tout ça. Et quand ils le sauront, les responsables regretteront d'avoir entendu le nom Beats quand les légendes tombent. Les 48 heures qui suivirent se confondirent avec une frénésie d'examen de documents, d'inspection de sites et d'appels téléphoniques de plus en plus désespérés. Monica travaillait jour et nuit, photographiant et mesurant chaque soudure suspecte sur la drague, montant un dossier technique de sabotage délibéré. Kevin se plongeait dans les dossiers financiers avec une minutie obsessionnelle, et Tony passait des appels, obtenait des faveurs, et poussait son réseau plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Mais le jeudi après-midi, tout s'est arrêté lorsque Tony s'est effondré. C'est arrivé au bureau, au milieu d'une phrase, lors d'une conférence téléphonique avec leur avocat. Un instant, ils discutaient de la stratégie juridique à adopter pour l'audience de vendredi. L'instant d'après, il était tête à terre, Kevin et Monica se précipitant pour appeler à l'aide, tandis que Minnie lui tenait la main et lui disait de respirer. Les ambulanciers sont arrivés dans les 12 minutes qui ont suivi. Le diagnostic est arrivé dans l'ambulance événement cardiaque, potentiellement une crise cardiaque mineure, mais nécessitant une hospitalisation et une évaluation immédiate. Alors qu'il l'embarquait dans le véhicule, Tony a essayé de discuter, de dire qu'il n'avait pas le temps d'aller à l'hôpital. Ils avaient un délai à respecter. Le visage de Minnie, qui le regardait d'en haut, a stoppé net ses protestations. Elle avait l'air terrifiée et furieux à la fois. Ses mots étaient simples mais absolus. Il n'avait pas à se tuer à la tâche pour sauver une exploitation minière. Il n'avait pas à mourir pour elle. À l'hôpital de Dawson City, les médecins ont effectué des tests pendant que Kevin et Monica étaient assis dans la salle d'attente, leur téléphone bourdonnant des mises à jour de l'enquête qui semblaient soudainement insignifiantes par rapport à la santé de leur père. Les résultats préliminaires sont arrivés jeudi soir, épisode cardiaque induit par le stress exacerbé par l'hypertension artérielle, l'épuisement et ce que le médecin a délicatement appelé un stress physique accumulé, important correspondant à des décennies de travail exigeant. En d'autres termes, le corps de Tony Beats lui envoyait enfin une facture pour 43 années de journée de travail, un travail physique qui briserait des hommes de la moitié de son âge et un stress qui aurait tué la plupart des gens il y a des années. Le médecin a prononcé le pronostic avec une sympathie professionnelle. Tony avait besoin d'un vrai repos, pas de quelques jours de repos, avant de reprendre le travail des semaines au minimum. Son cœur était fort, mais il n'était pas invincible. Un autre épisode de ce genre, surtout en cas de stress extrême continu, pourrait être catastrophique. La réponse de Kevin a été plate. Tony avait une audience demain qui pourrait déterminer s'il perdait son entreprise. Le repos n'était pas une option pour le moment. Kevin et Monica entrèrent leur visage montrant la tension des dernières 48 heures, plus la nouvelle terreur de la crise de santé de leur père. Ils se regardèrent l'un l'autre, puis leurs parents, et une décision tacite passa entre eux. L'audience avait lieu demain à 10 heures. Jason pouvait les représenter sans que Tony soit présent. Ils avaient suffisamment de preuves d'irrégularité financière pour au moins forcer une enquête complète qui suspendrait le changement de direction jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Cela faisait gagner du temps, mais ne prouvait pas le sabotage. Et les avocats de Mike et Bianca soutenaient déjà que la défaillance de l'équipement était la preuve d'une gestion négligente, peu importe qui l'avait causée. Ils présentaient cela comme une tentative de la famille et de les blâmer pour les erreurs de Tony. Tony commença à s'asseoir et immédiatement 3 mains le repoussèrent vers le bas. Les bips du moniteur cardiaque s'accélèrent et une infirmière apparaît dans l'embrasure de la porte, jetant un regard d'avertissement à la famille. Tony insiste sur le fait qu'il doit être présent à l'audience. Minnie répète les mots qu'elle a prononcés précédemment. Il devait rester en vie. Kevin et Monica pouvaient s'occuper de demain. Jason pouvait présenter les preuves. Tony avait besoin de leur faire confiance.
La question de Monica est arrivée doucement chargée de complexité. Mike et Bianca étaient toujours les enfants de Tony, même s'ils avaient fait des choses terribles, peut-être surtout parce qu'ils avaient fait des choses terribles. Ce combat, cette guerre, était en train de déchirer la famille. L'opération en valait-elle la peine? L'or valait-il la peine de détruire les relations avec ses propres enfants? La question planait dans l'air stérile de l'hôpital, se mêlant au bip des moniteurs et aux conversations feutrées du couloir. Tony regarda sa fille, la regarda vraiment, et vit la douleur derrière la question. Monica et Kevin avaient été placés dans une position impossible, choisissant entre leur père et leurs frères et sœurs, entre la loyauté envers l'entreprise familiale et la loyauté envers la famille elle-même. La voix de Tony était petite, d'une manière que sa famille n'avait jamais entendue. Quand est-ce que c'est devenu si compliqué? Avant, c'était simple. Trouver de l'or, traiter l'or, vendre l'or, prendre soin de sa famille, construire quelque chose de durable. Quand est-ce devenu cela? La réponse de Kevin a été mesurée. Lorsque les enjeux sont devenus suffisamment importants pour que les gens cessent de considérer l'entreprise comme une affaire familiale et commencent à la voir comme un actif pour lequel il faut se battre. Lorsque Mike et Bianca ont cessé de se considérer comme faisant partie de l'équipe et ont commencé à se voir comme des héritiers attendant leur héritage, Monica a ajouté sombrement qu'il ne devrait pas oublier que Danny Etheridge a été le comptable de Parker pendant 7 ans. Parker venait juste de survivre à sa propre crise où la trahison de l'intérieur a détruit des millions. Et si ce n'était pas seulement Mike et Bianca qui étaient incupides, et si Parker avait organisé cela pour se venger de quelque chose? Elle s'arrêta brusquement, son visage devenant pâle de réalisation. Tony demanda à savoir ce qu'elle pensait. L'expression de Monica était frappée. Il y a 3 ans, lorsque Parker avait des problèmes de trésorerie. Tony s'était-il souvenu qu'il avait demandé un prêt ou un partenariat? Tony hocha lentement la tête. Parker avait voulu emprunter 200 000 $ en utilisant du matériel comme garantie. Tony avait refusé, lui disant que s'il ne pouvait pas mieux gérer son argent, il n'avait rien à faire à la tête d'une exploitation minière. Tony ne s'était pas contenté de dire non. Il avait fait la leçon à Parker sur la responsabilité fiscale et l'avait fait passer pour un gamin incompétent devant l'équipe de Parker. Et maintenant, l'ancien comptable de Parker aidait leurs frères et sœurs à les détruire. Et si tout cela n'était pas dû à la volonté de Mike et Bianca de prendre le contrôle? Et si Parker avait orchestré tout cela depuis le début pour se venger? Utiliser la propre famille des Beats contre eux, les détruire financièrement et dans leur réputation et obtenir l'accès à leurs opérations comme la cerise sur le gâteau. L'idée était d'une élégance horrifiante. Parker Schnabel, blessé par le rejet public et les critiques de Tony, a passé des années à préparer la vengeance parfaite. Il a trouvé les points faibles de la famille Beats, le ressentiment de Mike et Bianca d'avoir été négligés, leurs ambitions financières, leur volonté de croire qu'ils pouvaient faire mieux que leur père. Fournir l'expertise financière de Danny Etheridge pour les aider à exécuter le plan. Et puis, rester les bras croisés pendant que la famille Beats se déchire, laissant Parker intervenir et réclamer les morceaux. Le bip du moniteur cardiaque de Tony s'est encore accéléré. L'infirmière réapparut, cette fois accompagnée d'un médecin qui ordonna à tout le monde de sortir. Tony avait besoin de repos et cette conversation n'était clairement pas reposante. Quelle que soit l'affaire dont ils discutaient, elle devrait attendre jusqu'à ce qu'il soit stable. Alors que Kevin et Monica partaient à contre-cœur, beaucoup se penchèrent près de l'oreille de Tony. Il allait les laisser s'occuper de demain. Il allait se reposer. Lorsqu'il irait mieux, ils régleraient tout cela ensemble. Mais pour l'instant, la seule chose qui comptait était qu'ils survivent. Tony a regardé dans les yeux de sa femme et y a vu 40 ans et plus de partenariat de lutte et d'amour. Et pour la première fois depuis que le coup de téléphone de Kevin avait brisé son monde, il hocha la tête en signe de défaite. Mais alors que beaucoup s'installaient dans le fauteuil à côté de son lit, l'esprit de Tony était déjà en marche. Se reposer, c'était bien. Survivre était important, mais se rendre. Cela n'avait jamais fait partie de son vocabulaire et cela ne commençait pas maintenant. L'audience avait lieu demain. Mike et Bianca seraient là. Les empreintes de Parker Schnabel étaient partout dans ce désastre. Et quelque part dans les 24 heures à venir, quelqu'un allait faire une erreur qui révélerait la vérité. Tony Beats était peut-être allongé dans un lit d'hôpital, son cœur proteste. Peut-être contre 43 années d'abus, il est peut-être confronté à la destruction de tout ce qu'il a construit. Mais il n'a pas encore fini. Il est loin d'avoir fini. Le bilan.
Le vendredi matin est arrivé avec le genre de froid qui rend le métal cassant et le souffle gelé dans l'air. Dans une salle de conférence du bâtiment administratif de Dawson City, l'audience d'examen des opérations d'urgence s'est déroulée avec toute la chaleur d'un enterrement et 2 fois plus de tension. Mike et Bianca Bitts sont assis d'un côté de la table avec leur avocat, un homme bien habillé de Vancouver, spécialisé dans les litiges entre entreprises. Ils ont l'air confiants, calmes et totalement convaincus qu'ils sont sur le point de prendre le contrôle d'une exploitation minière de plusieurs millions de dollars. De l'autre côté, Kevin et Monica sont assis avec Jason Mitchell, l'avocat de leur famille, qui est au service de l'exploitation Bitts depuis 15 ans. Derrière eux, dans la petite galerie publique, sont assis près de 2 douzaines de mineurs venus de tout le Klondike pour assister à l'implosion de la famille Bitts. Tony n'est pas là toujours à l'hôpital sous la garde vigilante de Minnie. Mais sa présence plane sur les débats comme un fantôme influençant chaque mot et chaque décision. L'arbitre, un cadre retraité de l'industrie minière nommé Harold Thompson, a ouvert l'audience avec l'air las de quelqu'un qui a vu trop d'entreprises familiales se déchirer pour une question d'argent. Il s'agissait d'un examen d'urgence des compétences de gestion de l'exploitation minière des Bitts, demandé par Michael et Bianca Bitts, pour cause de défaillance catastrophique de l'équipement résultant d'une négligence grave. L'introduction de Jason Mitchell avait le poids de quelqu'un qui construisait un dossier depuis 48 heures avec à peine quelques heures de sommeil. Ce n'était pas de la négligence mais du sabotage du vol et de la fraude orchestrée par les pétitionnaires eux-mêmes pour créer la crise exacte qu'ils utilisaient maintenant pour justifier la prise de contrôle de la direction. La salle s'est mise à trembler. L'avocat de Mike et Bianca s'y opposa bruyamment. Harold Thompson frappa son marteau rappelant à l'ordre. Et Kevin sortit la première pièce à conviction, une analyse financière montrant des factures frauduleuses de 317 000 $ portant l'autorisation de Mike. Chacune de ces factures correspondait à du matériel censé être acheté pour l'entretien d'un équipement, mais qui n'a jamais été livré. Les paiements ont été effectués au profit d'une SARL appartenant à Mike et Bianca Bitts. Il ne s'agissait pas d'une négligence, c'est un détournement de fonds. Le visage de Mike est devenu blanc. Bianca regarde son avocat qui étudie soudain ses notes avec une concentration intense. La confiance qui régnait de leur côté de la table, il y a 5 minutes, s'évaporait comme le givre du matin. Monica se tenait à côté, présentant les dessins techniques des supports structurels défectueux de la drague. Ces soudures ne se sont pas rompues naturellement. Ils ont été délibérément compromis taillés, avec une précision qui nécessitait à la fois un accès et une expertise. Les coupures ont été conçues pour ressembler à des fractures de stress, mais il s'agissait en fait de sabotage qui aurait échoué dans des conditions normales de fonctionnement. Elle a connecté son téléphone à l'écran d'affichage de la pièce. Des photos des soudures endommagées sont apparues zoomées et annotées d'analyse technique de 2 ingénieurs métallurgistes indépendants qui avaient examiné les preuves pendant la nuit. Leur conclusion était identique, un compromis structurel délibéré conçu pour provoquer une défaillance catastrophique. Mike était titulaire d'un diplôme d'ingénieur en mécanique de l'Université de la Colombie-Britannique. Il possédait les compétences techniques nécessaires pour réaliser ce type de dommage. Il avait accès à l'équipement et les documents financiers montraient qu'il avait un motif. Il drainait systématiquement l'argent de l'exploitation et avait besoin d'une crise suffisamment importante pour forcer un changement de direction avant que quiconque ne découvre le vol. Mike a finalement pris la parole, la voix serrée, affirmant qu'il ne pouvait pas prouver qu'il avait effectué des travaux structurels sur cette drague. Kevin a convenu qu'il ne pouvait pas le prouver spécifiquement, mais qu'il pouvait prouver que Mike avait falsifié les dossiers d'entretien en prétendant que des inspections avaient été effectuées alors qu'il n'était même pas sur le site. Il pourrait prouver qu'il a autorisé des paiements pour des matériaux jamais livrés. Il pourrait prouver qu'il a annulé des commandes de fournitures légitimes et empoché les remboursements. Et il pourrait prouver que 3 jours avant la panne de l'équipement, Mike a rencontré Danny Etheridge à Whitehorse. Le nom est tombé comme une bombe. L'avocat de Mike a visiblement tressailli. Le visage de Bianca est passé du pâle au gris. Jason Mitchell s'adresse directement à Harold Thompson. Danny Etheridge, ancien comptable et conseiller financier de Parker Schnabel, est spécialisé dans les restructurations d'entreprises et les stratégies d'acquisitions hostiles. Les relevés téléphoniques montrent qu'il est en contact régulier avec Mike Bitts depuis 6 mois. Les relevés bancaires montrent qu'il a reçu un paiement de 50 000 $ de la SARL appartenant à Mike et Bianca il y a 2 semaines. Harold Thompson s'est penché en avant, son expression s'est durcie. «
Est-ce que Jason suggère que Parker Schnabel est impliqué dans cette situation? Jason a répondu avec précaution. Quelqu'un ayant une connaissance approfondie des opérations minières et de la structure des entreprises avait conseillé Mike et Bianca Bitts sur la manière d'exécuter une prise de contrôle hostile de l'exploitation familiale. La question de savoir si cette personne agissait de manière indépendante ou pour le compte d'un concurrent faisait toujours l'objet d'une enquête. Les portes de la salle de conférence s'ouvrent en grand. Toutes les têtes se sont tournées pour voir Tony Bitts entrer Minnie à ses côtés en lui soutenant le bras. Il était pâle, se déplaçait avec précaution et avait le genre de fragilité que donne un corps poussé au-delà de ses limites. Mais ses yeux étaient clairs et remplis d'une rage concentrée qui avait construit des empires et détruit des obstacles pendant 43 ans. Le médecin de Tony est apparu derrière lui, l'air bouleversé protestant que Tony avait reçu l'ordre spécifique de rester hospitalisé. La réponse d'Harold Thompson a été sèche, notée pour mémoire. Mais Tony ne devrait pas être ici. La réponse de Tony était simple, c'était son opération, sa famille, son nom. Il serait là. Il se dirigea vers la table sans regarder Mike et Bianca et posa un téléphone au centre. Ce matin-là, il avait reçu un autre message de la personne qui l'avait nargué à propos de ce désastre, se vantant de la façon dont elle avait détruit son opération. La police avait tracé le numéro. Les textos ont été envoyés depuis l'ordinateur portable de Bianca, mais celui-ci a été volé dans son véhicule il y a 4 semaines. Elle a déposé une plainte auprès de la police. Quelqu'un a pris cet ordinateur portable spécifiquement pour envoyer ces textos et faire croire que Bianca était responsable. La pièce est devenue silencieuse. Mike et Bianca se sont regardés, la confusion remplaçant la culpabilité. La fraude financière était réelle. Mike et Bianca ont détourné de l'argent. Ils ont falsifié des registres de maintenance, mais le sabotage, les textes, la planification sophistiquée, c'était Danny Etheridge et il pouvait le prouver. Kevin a fait apparaître des images de sécurité sur l'écran. Des images de caméras de surveillance de Whitehorse datées du 14 décembre, 2 jours avant la panne. Le véhicule de Danny Etheridge, lui au volant, se dirigeant vers le site de dragage de la plage. À 2 heures du matin, d'autres images sont apparues. Les images du système de sécurité du site montrent Danny Etheridge sur la drague à 2,30 le matin du 14e décembre avec du matériel de soudage. Il est resté là pendant 47 minutes. Lorsqu'il est parti, les supports structurels de la drague avaient été compromis. Le dernier élément de preuve est un enregistrement brouillé, mais suffisamment clair. La voix de Danny Etheridge est captée par le système de sécurité de secours alors qu'il parle au téléphone. La drague tombera en panne dans les 48 heures. Une fois qu'il l'aurait fait, Mike déposerait la demande de révision de la gestion et il serait en position. Parker était prêt avec l'argent pour racheter le vieil homme une fois qu'il serait suspendu. Le visage d'Harold Thompson était passé du scepticisme au tonnerre. Tony lui a-t-il dit que Parker Schnabel avait orchestré toute cette situation? Jason Mitchell a confirmé. Parker a fourni le financement et la motivation. Danny Etheridge a fourni l'expertise et Mike et Bianca, qu'ils aient ou non pleinement compris ce à quoi ils participaient, ont fourni l'accès et les liens familiaux qui ont rendu tout cela possible. Tony regarda Mike et Bianca et son expression contenait plus de tristesse que de colère. Ils avaient voulu plus d'autorité, plus de contrôle, plus de reconnaissance. Peut-être qu'il aurait dû leur donner cela il y a des années. Mais le vol, la fraude, le sabotage, la quasi-destruction de tout ce que la famille avait construit, ce n'était pas du business. C'était de la trahison. Et c'était quelque chose qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient réparer. À la fin de l'audience, Harold Thompson ordonne une enquête criminelle complète, rejette la demande de suspension de la direction et émet une réprimande cinglante à l'égard des entreprises familiales qui ont oublié ce que signifie la famille. Tony se retourne et s'en va sa famille, resserrant les rangs autour de lui. Derrière eux, Parker se tient seul dans le froid, l'air de ne pas savoir si sa vengeance en valait la peine. 2 semaines plus tard, la famille Bitts s'est réunie dans la chambre d'hôpital de Tony, qui sortait enfin de l'hôpital. Mike et Bianca étaient poursuivis au pénal, mais coopéraient avec les procureurs en échange d'une réduction de peine. Danny Etheridge avait fui aux États-Unis, mais une procédure d'extradition était en cours. Parker Schnabel fait l'objet d'une enquête pour sabotage industriel, sa réputation est en lambeaux. Et Tony Bitts, âgé de 64 ans, et dont le cœur a failli lâcher, regarde les enfants qui lui restent et sa femme, et prend une décision qu'il aurait dû prendre il y a des années, l'opération leur appartient. Propriété majoritaire, autorité de gestion, tout cela. Il consultait, il conseillait, mais il en avait assez d'être celui qui prenait toutes les décisions. Il est temps que la prochaine génération prenne les choses en main.
Monica sourit les larmes aux yeux. Kevin acquiesce, acceptant le poids de la responsabilité. Et beaucoup prennent la main de Tony. Son expression est un mélange de soulagement et d'amour. Tony parle doucement. 43 ans. Il était peut-être temps de prouver que ce qu'il avait construit pouvait survivre sans qu'il le tienne à deux mains. La catastrophe matérielle qui avait déclenché une crise d'1 million de dollars et déchiré une famille avait finalement enseigné à Tony Beets la leçon qu'il avait résisté à apprendre tout au long de sa carrière. Même les légendes doivent en savoir quand lâcher prise.